After Business, jusqu'à minuit sur BFM Business. Le plus de l'info ce soir, gros plan sur la mise en garde du FMI. La croissance mondiale est en train de se gripper. Elle atteint même son plus bas niveau depuis 2009, en cause notamment la guerre commerciale et le Brexit. Et personne n'est épargné. États-Unis, Chine, zone euro vont voir leur croissance reculer. On fait le point ce soir dans After Business avec Grégory Vanel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en économie internationale et en sciences politiques, professeur à Grenoble École de Management. Selon le FMI, la croissance mondiale sera de 3% cette année contre 3,2% initialement prévu. Pour 2020, les perspectives économiques restent précaires. Rien d'étonnant selon vous, étant donné le contexte international. Est-ce qu'on est là dans les conséquences directes de la guerre commerciale ? Alors, d'abord, du point de vue des chiffres, 3% c'est déjà beaucoup sur longue période. Je rappelle que tout au long du XXe siècle, on a eu un peu moins de 2% de croissance. Donc rien que 3%, c'est déjà beaucoup. Alors maintenant, d'un point de vue conjoncturel, on peut déjà dire deux choses. La première, c'est que lors d'une année électorale, préélectorale aux États-Unis, de toute façon, on a une croissance qui est un peu plus faible que d'habitude parce que les acteurs sont attentistes. Mais effectivement, on peut rajouter à ça les questions liées à la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis qui touchent essentiellement les pays d'Europe et en particulier l'Allemagne, qui est un gros exportateur d'automobiles et de machines-outils vers la Chine. Et puis vous avez aussi en Chine une tentative, disons, de recentrage de la croissance en interne qui pèse évidemment sur la capacité qu'ont les entreprises à exporter, par exemple. Et puis enfin, vous avez des incertitudes. Par exemple, évidemment le Brexit, vous venez d'en parler à l'antenne, mais on en a d'autres. On a aussi des questions liées à ce qui se passe au Moyen-Orient, à ce qui se passe dans le système pétrolier. Et tout ça pèse évidemment à la fois sur les décisions d'investissement des firmes, mais aussi sur le comportement des épargnants, des individus, des ménages. Alors, pour revenir sur la guerre commerciale, Donald Trump a annoncé la semaine dernière qu'il renonçait à une augmentation des tarifs douaniers sur les produits chinois, devant entrer en vigueur d'ailleurs aujourd'hui, en échange d'achats agricoles par Pékin. C'est donc un accord partiel. Est-ce que ça veut dire qu'on est là dans une accalmie dans la guerre commerciale ? Alors, je ne pense pas. Le jeu chinois consiste à essayer à tout prix de gagner du temps. En faisant des concessions sur ce qui semble être très important pour Donald Trump, à savoir les questions agricoles. Je rappelle qu'il y a une quinzaine de jours, il a négocié aussi un petit accord, un mini-accord avec le Japon, où en échange d'un accès maintenu pour les automobiles japonaises, il y avait des exportations augmentées en matière agricole. Alors dans le cas chinois, c'est à peu près entre 40 et 50 milliards de dollars qui ont été négociés. Simplement, je tiens à rappeler d'une part que Donald Trump n'a pas annulé la hausse prévue, il l'a suspendue. On a toujours la menace. D'autre part, la vraie échéance, c'est le 15 décembre. C'est au 15 décembre que normalement il devrait y avoir un accord. S'il n'y en a pas, les calculs sont à peu près identiques selon les instituts de recherche, mais en gros, on aurait quasiment 96% des marchandises qui seraient taxées aux États-Unis, des marchandises exportées par les Chinois vers les États-Unis, et ça amènerait à peu près le niveau moyen de tarif à peu près 25-26%. Alors c'est beaucoup par rapport aux 3% d'il y a 2-3 ans, mais on est quand même encore très loin des niveaux qu'on avait, ne serait-ce qu'avant l'accession de la Chine à l'OMC. Donc pas de raison d'être optimiste pour la suite des négociations ? Alors je pense que c'est un jeu à deux. Alors il y a un troisième larron évidemment, c'est l'Europe qui est absente de ces négociations et qui souvent est d'un nom de la farce. Je rappelle à titre d'exemple qu'on a à peu près 14-15% du PIB allemand qui dépend des exportations automobiles vers les États-Unis. Donc les Européens sont hors jeu. Et il semblerait qu'on a une négociation un petit peu longue parce qu'on négocie sur des questions qui sont stratégiques, qui concernent l'intelligence artificielle, la 5G, qui concernent la capacité des États-Unis à pouvoir exporter, notamment en matière agricole, mais aussi des questions liées aux services, en particulier les services financiers, les questions liées aussi aux manipulations de change. Donc toutes ces questions-là prennent du temps. Je rappelle que ce sont des questions qui sont extra-commerciales et qu'en fait Donald Trump instrumentalise la question commerciale pour avancer ses pions dans des domaines qui ne sont pas strictement commerciaux. Et alors justement, est-ce qu'il y a des chances de voir ces négociations traîner jusqu'aux élections de 2020 aux États-Unis, parce qu'on sait que les électeurs de Donald Trump sont plutôt favorables à ces barrières douanières ? Je pense que oui. Je pense que le jeu chinois est de gagner du temps. Les Chinois avaient déjà annoncé au début de l'année qu'ils augmenteraient leurs importations de soja, par exemple, et de sorgho.
Et puis, bon an, mal an, le jeu chinois, il est à long terme. De toute façon, la Chine a prévu d'être première puissance mondiale en 2049. Ça nous laisse encore un peu de temps. C'est demain à l'échelle. C'est demain à l'échelle chinoise, mais à l'échelle américaine, c'est très tard. Donc. Alors vous l'avez dit, hein, la zone euro fait un peu les frais de cette guerre commerciale sino-américaine. Et en plus de cette guerre commerciale, les États-Unis appliquent des droits de douane punitifs sur les produits en provenance de l'Union européenne dans le conflit Airbus. Boeing, ça va pas arranger la croissance de la zone euro qui est revue encore une fois à la baisse par le FMI, 1,4% en 2019 contre 1,6% prévu. Absolument. Donc le FMI a accordé un montant record de contre-mesures, 7,5 milliards de dollars. C'est la première fois de l'histoire qu'on a un montant aussi élevé. Je rappelle que ce conflit a débuté en 2004. Et que c'est plutôt en 2011-2012 que l'affaire a été réglée, mais il y a eu des appels successifs qui font que la décision est tombée hier. Alors, les États-Unis ont beau jeu de dire qu'en fait, ils se permettent de ne pas appliquer entièrement les mesures qui ont été accordées par l'OMC, puisque l'OMC leur permettrait éventuellement de faire monter les droits de douane sur les aéronefs civils à 100%. Donc, c'est-à-dire qu'un aéronef qui vaudrait 10 millions de dollars serait taxé à 10 millions de dollars. Donc, ils ne les augmentent qu'à 10%. Simplement, à côté, vous avez toute une série de marchandises, en particulier dans le domaine agricole, qui sont taxées à 25%. Alors, nos amis de Roquefort pourront garder la tête haute, puisqu'apparemment, le Roquefort est épargné par ce type de mesures. Il y a effectivement le vin français, le fromage italien et le whisky écossais. Oui, alors le vin français effervescent. Voilà. Une niche. Donc le champagne, une niche. Mais effectivement, du point de vue des pays qui sont extrêmement extravertis, et je reviens encore à l'Allemagne, qui a une énorme partie de sa croissance qui dépend de ses exportations, en particulier aux États-Unis, là on a un vrai problème. Mais la question de la croissance en Europe, comme la question de la croissance en Chine ou aux États-Unis, ne dépend pas que du commerce. On a des problématiques qui sont basiques. Il n'y a pas assez d'investissement public en Allemagne, par exemple. Le FMI exhorte d'ailleurs l'Allemagne à augmenter ses dépenses publiques. Je rappelle que le capital public, c'est quelque chose qui est très utile pour les entreprises. Si les routes ne fonctionnent pas, s'il n'y a pas de 4G ou de 5G, on a des problèmes pour être performant. Et la productivité du travail dépend aussi de l'investissement public. On en parle d'ailleurs tout au long de la soirée, ce soir dans After Business. Le Brexit, on attend toujours des avancées sur les négociations qui ont lieu en ce moment même. Dans ce contexte, les États-Unis proposent au Royaume-Uni un accord commercial majeur à partir du 1er novembre, c'est-à-dire au lendemain de la date officielle du Brexit. De quelle manière ça va pénaliser l'économie de l'Union européenne ? Alors, déjà, il faut comprendre que les États-Unis ont tout intérêt à se montrer le plus conciliant possible avec le Royaume-Uni. D'abord parce que y a des liens extrêmement importants entre les deux économies, en particulier des liens financiers importants. Je rappelle qu'une grande partie des flux financiers qui sont à Londres, en fait, sont dans les books qui sont à New York. C'est des banques américaines, tout ça se passe à New York. Mais Donald Trump a beau jeu d'essayer de diviser pour mieux régner quand même. Simplement, quand on regarde le contenu, le détail des mesures de rétorsion que prennent les États-Unis à l'encontre de l'Union européenne, curieusement, le Royaume-Uni est aussi inclus dans le package. Donc il y a aussi une forme de jeu de dupes. Je pense que Donald Trump, là, pour le coup, souffle le chaud et le froid, c'est-à-dire qu'il fait promettre à une partie de l'électorat de Boris Johnson le fait qu'il y aura éventuellement un accord global. Je rappelle que le Royaume-Uni négocie de toute façon avec les partenaires commerciaux de l'Union européenne, parce qu'il lui faut un accord commercial avec chacun des partenaires de l'Union européenne pour le 1er novembre. Sinon, on retombe dans des niveaux de droits de douane qui correspondent à ceux de l'OMC. On y reviendra avec vous, on vous réinvitera. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Grégory Vanel, je rappelle que vous êtes docteur en économie internationale et en sciences politiques et professeur à Grenoble, école de management.